Alors, je suis Catherine Lançon, je suis donc responsable développement de l'association Acromégal Pas Seulement. Et aujourd'hui, nous sommes à Nantes où nous organisons notre journée rencontre. Nous avons le plaisir d'accueillir, d'avoir avec nous Sylvie. Bonjour. Bonjour Sylvie, qui est une maman formidable, vous allez le voir, qui a accepté effectivement de partager son expérience en tant qu'aidante d'une jeune femme. Sa fille donc, qui est donc porteuse d'acromégalie. Donc Sylvie va témoigner de son expérience de maman, d'aidante, et nous faire part un peu du parcours que tu as partagé avec ta fille. Alors, Oksane a 31 ans. Elle est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants, avec un caractère vraiment bien trempé, ce qui doit lui servir maintenant. Du coup, elle est responsable développement RH dans une industrie de l'automobile. Elle habite et travaille à Caen. Voilà, et ce que je peux dire, c'est que je suis plutôt très fière de l'adulte qu'elle est devenue et aussi très admirative face à la force qu'elle dégage, elle, face à ses maladies, en fait. Voilà. Ok. Et cette force, tu penses qu'elle est plus forte que toi? Alors, oui, souvent je me dis qu'elle est plus forte que moi, que je me dois d'être forte pour elle, mais j'ai certainement plus de faiblesses, ou alors je les montre peut-être plus, mais quand même dans l'intimité. Enfin, en fait, je veux pas être faible devant elle, Bien puisque sûr. je suis obligée de faire preuve de force, et voilà. Mais Bien bon, sûr, bien sûr. Mais tu as sûrement beaucoup, beaucoup de force aussi. peut-être, oui, c'est souvent ce que les gens à l'extérieur me disent, voilà. Mais À l'extérieur, c'est ce que les gens perçoivent effectivement. c'est ce que les gens perçoivent, voilà, effectivement. Ça veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que toi, tu te sens toujours forte. Non, loin de là, Bien sûr, loin de là. évidemment. Mm. Et par rapport à ce sentiment, est-ce que tu en discutes avec ta fille ou pas du tout? Bon, que tu veuilles effectivement ne pas lui montrer ces sentiments, peut-être parfois de faiblesse, de doute. Peut-être ce sont des Oui, sentiments que tu connais. ah bah complètement, oui. Ça va même au-delà de ça. Enfin, je veux dire, c'est plein de questionnements, c'est des insomnies, c'est enfin, de la culpabilité en tant que maman Mhm. aussi, face aux maladies, quoi. Mhm. Et puis, non, alors en fait, c'est vrai que quand me sens trop faible, hein, j'ai tendance à ne pas vouloir voir les autres, Tu t'isoles. ouais, à m'isoler pour... En fait, ça me permet d'avoir une récupération, moi, Mhm. d'être un peu isolée Mhm. et de récupérer, en Oui, de fait, pouvoir aller puiser, chercher, peut-être prendre c'est ce ça, temps voilà. dans la solitude et le calme et essayer de te Ouais. Ou à travers la reconcentrer. lecture, enfin, Ouais. vraiment, mais être seule Mhm. devant une activité, en fait, rien D'accord. qu'à moi. Voilà, qui va te faire du bien, qui te permet de te retrouver, de te ressourcer. Exactement, c'est ça. Et en l'occurrence, la lecture, c'est ça? Voilà. Super, très bien. Bon. Euh, donc, est-ce que par rapport un petit peu à l'historique, on va pas faire tout l'historique de Hum, l'histoire de ta fille, mais moi ce qui m'intéresse, et tu le sais, c'est ta vision justement à toi, ton parcours à toi aux côtés hum. de ta fille. Pour toi, tu dirais que comment les choses ont commencé, qu'est-ce qui a peut-être commencé à alerter ou à se poser des questions dans le parcours de ta fille? Oui, alors moi je pense que en fait les symptômes ont commencé vraiment entre l'âge de 18 et 19 ans, enfin en tout cas les symptômes visibles Mhm. entre 18 et 19 ans parce que elle a commencé à prendre du poids à ce moment-là. Ensuite très vite ce sont les migraines qui se sont installées. Alors, on est d'accord que quand on parle de migraine, on ne parle pas d'une petite migraine de 5 minutes tous les Non, 6 mois. voilà, c'est vraiment enfin, des céphalées, hein, comme on Mhm. peut dire, voilà, difficilement gérables. Alors sans médicaments, c'est pas gérable, mais besoin d'être dans le noir, hein, Mhm. pour essayer de faire passer en fait ces migraines.
des gants de toilette humides, enfin essayer de trouver des techniques quoi, pour faire Pour passer apaiser la douleur. voilà, ces grosses migraines. Et puis bah, très vite aussi, on a remarqué un mal au dos, des douleurs articulaires. Mhm. Et en fait, la prise de poids a été régulière et continue. En fait, ça s'est jamais arrêté. Voilà. Pas de repos, pas de halte, voilà, Non, une prise de poids régulière et constante. tout à fait. Et au fil du temps, donc en fait, s'est installée une transformation insidieuse du corps. Je dis du corps, mais c'est aussi du visage. Moi, en tant que maman, je me disais que elle devenait carrée aussi bien du visage que du corps, en fait. Et voilà, donc effectivement, ça m'interpellait, mais voilà, enfin, je me disais que c'était en lien avec la prise de poids, en fait, que tout était en lien avec ça. Les migraines, on mettait ça plutôt sur le dos du cycle menstruel, en se disant, bah oui, à la période d'ovulation, il y a encore plus de migraines. À la période des règles, il y a encore aussi plus de migraines. Donc en fait, oui, dans un mois, il y avait beaucoup de phases de migraines. Ok, qui effectivement s'expliquait par un cycle, on va dire, hormonal d'une jeune femme qui a son cycle, mais effectivement, on peut avoir des médecins qui nous disent oui, mais bon, c'est normal d'avoir ce genre de céphalée, etc. En tout cas, ça n'a pas alerté. Ça n'a pas alerté, non. Pas voilà. Donc en fait, il s'est passé beaucoup d'années sans que nous, les proches, on voit vraiment, enfin, où on fasse un rapprochement avec une maladie quelconque, quoi. Ça s'est passé, oui, tout, En silence. en silence. Enfin, voilà, je dirais même que en fait, j'ai essayé d'aborder la prise de poids avec ma fille. Et je sentais que c'était un sujet plutôt tabou, en fait, qu'elle n'aimait pas aborder, parce que certainement elle ne le vivait pas bien. Et puis voilà, enfin, je pense qu'elle s'alimentait pas plus que d'autres personnes de son âge. C'est ça qui est important aussi, c'est que c'était une prise de poids, non pas parce que l'alimentation était pas excessive, adaptée. enfin voilà, c'est pas forcément excessive, mais bon, ben voilà, c'est son corps hein, qui fonctionnait de cette façon-là, avec bien sûr la maladie qu'on ne connaissait pas encore. Moi, ce qui m'a vraiment alertée, alors je passe hein, sur plusieurs symptômes parce que en fait, elle coche quasiment tous les symptômes de la maladie. Mais ce qui m'a vraiment alertée, c'est elle avait 27 ans, hein, c'était en 2020, elle a commencé à avoir une poussée d'acné et surtout de l'hirsutisme. Donc deux nouvelles pathologies en fait. Et là, je lui dis franchement, tu dois vraiment avoir un gros problème hormonal, quoi. Donc j'ai essayé de la conseiller doucement, hein, d'aller voir un dermatologue et puis un gynécologue. Ce qu'elle a fait en fait en 2020, elle a vu plusieurs gynécologues successivement. Elle habitait à ce moment-là une petite ville dans l'Orne, Flers. Et donc les gynécologues étaient rattachés au centre hospitalier de Flers. Et donc ils ont décidé d'écarter plusieurs maladies quand même, de faire des recherches. Donc des recherches sur un dérèglement éventuel de la thyroïde. Un dysfonctionnement des glandes surrénales et une recherche sur le syndrome des ovaires polykystiques. Voilà. Donc ça a dû durer plusieurs mois forcément, hein, le temps de passer de médecin en médecin, faire des examens, voilà. D'avoir les résultats. Voilà. Et en fait, sans résultat positif à
jusqu'à en fait novembre 2021 où vraiment là elle a fait un abcès et elle a été admise aux urgences de l'hôpital de Flers. Et ils l'ont opérée en urgence. En fait, c'est un chirurgien qui est venu du CHU de Caen, puisqu'il travaille, voilà, et qui s'est déplacé pour l'opérer en urgence de cet abcès. Et c'est à ce moment-là que, en fait, d'autres examens ont été réalisés, puisque dans le suivi post-opératoire, le chirurgien trouvait que c'était anormal quand même qu'elle ait autant d'hirsutisme, puisqu'il s'est rendu compte en l'opérant qu'elle en avait quand même qui s'était développé sur toutes les parties du corps. Et donc il a décidé à ce moment-là de lui faire passer un scanner, alors que c'était pas sa spécialité finalement, voilà. Donc très vite le scanner a révélé une tumeur, une très grosse tumeur à l'ovaire gauche. Il était un peu en colère vis-à-vis des praticiens de l'hôpital en gynécologie en se disant ça fait 1 an qu'il ne voit rien, quoi. Et donc il l'a redirigée tout de suite vers le chef de service en gynécologie. Ce qui fait qu'elle a été opérée aussi de cette grosse tumeur en urgence. Voilà, une tumeur de 8 cm, voilà. Et elle n'avait pas des douleurs Non, non, non. Alors, en fait, je crois que, je ne sais pas, elle s'est jamais plainte, en fait, de tout ce qu'elle supportait, hein, finalement. C'est sûrement résistante à la douleur, ou voilà. Surtout, elle avait une peur bleue, ne serait-ce que d'une prise de sang. Ouais. Donc, ça peut expliquer son éloignement des médecins aussi. Oui, une sorte un petit peu de... Voilà, je ne suis pas pressée. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que longtemps, dès qu'elle avait une prise de sang ou une piqûre, on mettait un patch, hein, mais même à l'âge adulte, hein, je veux dire... et on a le droit. On achetait des patchs parce que... voilà. Donc c'est peut-être ce qui l'a éloignée un peu plus aussi du corps médical. Hein. Mais bon, toujours est-il que ce chirurgien... donc l'a renvoyé vers le chef de service en gynécologie qui l'a opéré. Et en fait, cette tumeur, on a eu une errance dessus aussi, puisque les analyses ont été envoyées au centre Baclès de Caen, qui est un centre de cancérologie, qui n'arrivait pas à analyser cette tumeur. Donc en fait, pendant 8 mois, les prélèvements sont allés de Caen à Paris, de Paris à Lyon, de Lyon à Bordeaux. Voilà, et au bout de 8 mois, on a su en fait qualifier ce que c'était comme tumeur, et que c'était une tumeur sans signe de malignité quand même. Mais en même temps, elle continuait à avoir des examens de sang réguliers qui n'étaient pas bons. Et pas de régression en fait de ces symptômes. Ce qui fait que le chef de service en gynécologie l'a redirigé vers un professeur en endocrinologie au CHU de Caen. Voilà, donc lui, en fait, dès la première visite d'Oxane, il a eu un soupçon sur la maladie, hein, puisque physiquement, voilà, il connaissait quand même bien la maladie, il a eu un soupçon. Il lui a tout de suite prescrit un test sanguin sur l'IGF-1 et GH. Et malheureusement, il n'a jamais reçu les résultats. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il s'est écoulé 8 mois encore avant le deuxième rendez-vous en fait avec l'endocrinologue. Et là, pendant ces 8 mois, en fait, il y a eu sa mâchoire qui s'est élargie, ses dents qui se sont écartées. Donc c'est encore un temps qu'on aurait pu gagner sur ce type de symptômes en fait. Et elle y est retournée en deuxième rendez-vous pour effectivement savoir, avoir les résultats quand même qu'elle lui a apportés, puisqu'il les avait jamais reçus. Et donc c'est là qu'il a vu que les taux étaient vraiment très très élevés et que c'était probablement un macro-adénome, hein, avec l'annonce de l'acromégalie. Et juste cette annonce, elle s'est faite,
ta fille était seule et tu avais toute seule à son rendez-vous endocrino? Tu étais Voilà, présente? alors là, c'est ce que j'allais dire, ça a été très brutal parce qu'en fait, elle me l'a appris par téléphone Mm, et on était l'une comme l'autre mm. à distance à accuser encore une fois le Le coût coup. de cette nouvelle annonce un an seulement après sa tumeur très rare de Mm, l'ovaire. Donc, et en fait, c'est ouais, c'est des sentiments. Enfin, franchement, on a l'impression que c'est un bouleversement, quoi. Enfin, vraiment un gros bouleversement. Et puis, tout se mélange à ce moment-là, tout se mélange. Voilà, on parle du cerveau, mm, on parle d'une tumeur, mm, on parle d'une maladie rare, euh, acromégalie. mm. Alors déjà, il faut retenir le nom, C'est ça. parce que quand on vous annonce ça, acromégalie, voilà. Après, plein de questionnements. Quelle est la relation entre la tumeur, l'adénome, Mm. et cette maladie rare? C'est plein de questionnements, hein, voilà. D'un seul coup, c'est brutal, on se retrouve Et seule face à tout ça. seul face à tout ça, voilà, complètement Mm. seul. Sachant que bah, pour elle, la suite, c'était de prendre rendez-vous pour une IRM et consulter un professeur en neurochirurgie, Mhm, toujours au CHU de Caen. mhm. Voilà. Donc IRM évidemment a confirmé A la présence de confirmé que l'adénome. c'était un macroadénome, voilà, Alors, qui n'avait pas une forme régulière mhm, aussi, mhm, ce qui pouvait compliquer mhm, bien sûr. la tâche de l'intervention de la neurochirurgienne. Mhm, Et il s'est coulé un petit peu de temps, mais en fait, l'opération, en fait, la première opération a quand même été programmée assez rapidement, d'accord. voilà, au centre de neurochirurgie de Caen, toujours, et par une femme professeure, Mhm, euh, qui, je pense, vraiment a essayé de faire le maximum hein, mhm, pour retirer la tumeur. Et en fait, bah, juste en rendez-vous post-opératoire où j'étais présente quand même avec Oxane mhm, dans sa chambre, euh, notre première question, enfin moi, ma première question en tant que maman, mhm, c'était de demander si elle avait été retirée, quoi. bien sûr. Et en fait, à ce moment-là, elle n'a pas su nous répondre ou elle n'a pas voulu nous répondre, Mhm, pensant que c'était trop brutal peut-être. d'apprendre qu'effectivement, elle n'avait pas été retirée dans sa totalité. Mhm. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, est-ce que vous avez eu un rendez-vous donc préopératoire avec la neurochirurgienne? Est-ce que elle vous a expliqué quel geste elle allait faire, en quoi consistait cette technique, comment ça allait se passer, quelles attentes vous pouviez avoir de cette intervention? Oui, alors effectivement, il y a eu ce rendez-vous auquel j'ai assisté Mm. aussi aux côtés de ma fille. Et elle nous a montré sur ordinateur, mais bon, on n'est pas médecin, on découvrait Mhm. complètement, enfin même ce qui pouvait toucher de près le cerveau, hein, euh, elle nous a dit que le nerf optique était soulevé par la tumeur, hein, que ça rajoutait un petit peu Mhm. de difficulté. Euh, et que la forme n'était pas régulière, quoi. Sans rentrer vraiment trop, je pense, pour ne pas nous laisser le temps, en fait, aussi peut-être voilà, de faire un cheminement par rapport à ça. Et Et est-ce que, justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses que tu aurais eu besoin de faire ce cheminement? Est-ce que tu penses que cette décision euh, d'intervention qui devait être faite, hein, c'est ah évident, ben ça, évident, ouais. est-ce que quelque part tu te dis pas, est-ce que ça n'a pas été trop vite? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre plus de temps de comprendre réellement? Parce que pendant l'entretien, en fait, elle vous a expliqué, mais vous n'avez pas forcément tout compris. Non, Et vous alors, n'avez pas forcément dit que vous ne compreniez pas. bah, on a essayé de poser des questions, mais alors, il y a aussi, alors je pense que ce sont des gens, des professeurs qui se créent une carapace, hein, Hmm. et Elle ne voulait pas rentrer dans l'affect, elle avait peur c'est très, peut-être. très difficile. On sentait bien que aux questions, elle n'avait pas forcément envie de nous répondre. Mhm.
Et en fait, elle nous disait, alors nous aussi, on était peut-être trop en attente de l'acromégalie, mais c'est quoi l'acromégalie? Voilà, enfin, d'en savoir plus sur cette maladie. Et elle nous a très vite fait comprendre que c'était pas son rôle, qu'elle c'était une technicienne, que en fait c'était l'endocrinologue qui lui avait demandé d'intervenir, mais que presque en fait elle son travail s'arrêtait là quoi. C'était sa technique opératoire. Hein. C'est ça. Voilà. Mais quand bien même sur cette technique opératoire, elle peut être, elle peut prendre le temps d'expliquer les choses. Oui, Elle peut être, ouais. elle peut quand même essayer de faire en sorte que le geste soit compris et Oui. que le bénéfice du geste soit compris aussi. Oui. Alors quand même, elle nous l'a expliqué. Hein. Elle nous a dit quand même quelle technique elle allait utiliser parce que c'est vrai que, bah, alors moi j'étais plutôt restée sur le fait que on allait peut-être ouvrir le crâne, enfin bon, des choses. En plus, on a peur, hein, enfin, c'est vraiment une peur, quoi. Et du coup, elle nous a expliqué quand même, effectivement, qu'elle allait passer par le nez, que voilà. Donc, il y a eu quand même vous avez quand même été rassuré Oui. par rapport à ça. Il y a pas de Oui. préparation, tout à coup, quand même. On est rassuré sur la technique employée. Oui, quand même, hein, complètement. Si, ça a été expliqué, voilà. Mais en fait, c'était plus les questions liées à la maladie que... Donc, ça veut dire que potentiellement, l'endocrino n'avait pas suffisamment bien répondu aux questions, ou peut-être que entre le moment de l'annonce et le moment de la chirurgie, il s'est écoulé du temps. Il s'est écoulé du temps sans qu'il y ait de nouveaux rendez-vous. C'est-à-dire que c'est sans ça, voir complètement. l'endocrino. Et je pense que dans la chronologie, je crois réellement c'est ce qui s'est passé. Donc, effectivement, les réponses, on va les chercher sur Internet. Hein, c'est le premier réflexe. Où il n'y a pas que des belles choses qui ressortent. Faut vraiment faire un tri. C'est violent quand même. C'est violent. Donc, moi, c'est quand même la première chose que j'ai faite, c'est de commander le livre écrit par Anne-Sophie Pigré. Et si j'étais acromégale? Voilà, et si j'étais acromégale, tout à fait. Et puis, c'est vrai que ça a été un peu ma première porte d'entrée avec la maladie. Complètement. Parce que elle a senti, hein, moi je lui ai écrit en disant mais comment je peux commander votre livre, voilà. Donc elle m'a expliqué qu'effectivement le livre c'était en lien, enfin la vente elle l'a reversé à l'association. J'avais bien vu aussi qu'il y avait une association, voilà, je me suis beaucoup documentée, je suis allée voir plein de vidéos, plein de témoignages, voilà. Je pense que le site a beaucoup évolué aussi encore en 3 ans. Oui. Hein. Donc du coup, mais ça a vraiment été ma première porte d'entrée et voilà, une correspondance avec elle qui a été un peu une décharge émotionnelle en fait. Hein. Ça a duré. Oui, parce qu'il y a besoin à un moment donné, en tant qu'aidant, comme on sait, on se doute en tant que maman. Il faut être forte, il faut assurer, il faut tenir le coup, il ne faut pas montrer les doutes, les peurs qu'on a parce qu'on veut protéger, et c'est notre rôle de protéger nos enfants. Mais à côté de ça, toutes nos peurs à nous, tout notre vécu, notre ressenti, qu'est-ce qu'on en fait quand on est toute seule Comment on fait pour arriver, nous aussi à un moment donné, à dire j'ai peur, moi aussi j'ai peur, moi aussi j'ai ce sentiment, je suis coupable, je me sens coupable, etc. On a besoin de pouvoir... en parler et c'est pas toujours évident et tu as eu la chance de pouvoir un peu évoquer ça avec Anne-Sophie qui a toujours une écoute très attentive. On s'est même appelé, il y a eu beaucoup d'échanges de mails, voilà. Et c'est vrai que à la maison, j'ai mon mari, j'avais encore mon jeune fils qui vivait à la maison, mais ils n'ont pas été sous le choc comme moi j'ai pu être. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été une gestion différente. Voilà. Donc, mon mari refusait presque d'en parler. En gros, je le dérangeais, quoi. Alors, peut-être que c'était sa façon de se protéger lui. Souvent, aussi. Les hommes aussi ont souvent cette attitude. Voilà, donc du coup, c'était bien d'avoir une écoute à l'extérieur. Et mon jeune fils, pareil, il me disait, alors lui, il avait l'insouciance aussi de la jeunesse, ce
ce qui est normal. Et il me disait, mais maman, t'es en boucle, voilà, faut arrêter, quoi. T'es tout le temps en train de faire des recherches, voilà. Mais bon, j'avais besoin de réponses. Exactement. Mm. Mais je pense, effectivement, puisque bon, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais je suis comme toi, je suis aussi une maman donc, d'un jeune acromégale aussi. Je connais très bien ton parcours, on partage beaucoup de choses. Je pense que c'est aussi ce besoin de recherche, c'est un besoin, en tout cas pour moi ça l'a été, peut-être que tu me diras si c'était ton cas aussi, c'est d'abord une façon de se sentir utile, c'est aussi, moi c'était une façon de me dire je veux comprendre toute cette maladie parce que je veux comprendre ce que va m'expliquer le médecin, Tout à fait, l'endocrinologue, ouais. je veux comprendre ce qu'il me dit parce que c'est le seul moyen que j'ai, moi, de pouvoir aider mon enfant. Et c'est, je pense, quelque part ce besoin de tout comprendre, tout apprendre, tout, voilà, je pense que c'est notre façon aussi de pouvoir affronter. Oui, c'est tout à fait ça, c'est affronter et c'est aussi poser les bonnes questions lors du prochain rendez-vous parce que de les préparer les questions. Et comprendre les réponses. Et de se dire je les note et je vais prendre le temps de les poser quoi, parce qu'ils sont, alors c'est des professeurs, ils sont pas toujours disponibles et ils n'ont pas forcément le temps et puis c'est vrai que pas l'empathie toujours non plus par rapport, voilà. Et c'est vrai qu'on a besoin de réponses. Et c'est vrai aussi qu'on est évidemment en droit de les poser, bien évidemment. Voilà, je retrouve là-dessus aussi. Ouais. Justement, ce qui m'interpelle aussi, puisque Oxane a été diagnostiquée jeune, malgré tout, donc une des premières questions que je t'ai posées quand on a eu l'occasion d'échanger, c'était de savoir s'il y avait eu donc un test génétique, puisque aujourd'hui en France, par rapport au PNDS, donc par rapport à ce qui est établi par rapport à l'acromégalie, pour un diagnostic qui est posé avant l'âge de 30 ans, on fait une recherche de test génétique. Alors, ça n'a pas été aussi systématique, quoi. Donc en fait, faut savoir que Oxane a été opérée 2 fois de l'adénome à 8 mois d'intervalle. Donc c'était sa 4e anesthésie générale en 3 ans, puisqu'il y avait eu les précédentes interventions. Et en fait, après cette 2e intervention, franchement, la neurochirurgienne a souhaité intervenir une 2e fois parce qu'elle pensait pouvoir aller chercher un peu plus de tumeurs quand même. Je crois que même si on ne voyait pas du tout ses émotions, je pense qu'elle était déçue de ne pas pouvoir aller... Et donc, juste excuse-moi, chronologiquement, la 2e intervention a eu lieu combien de temps après la première? 8 mois à peu près. 8 mois. En fait, la première était en janvier, la 2e... alors je ne sais plus si c'est octobre ou novembre, mais en fait la même année. Et quel était le motif de la décision de réintervenir aussi rapidement? C'était parce que les résultats n'étaient pas ceux qui étaient escomptés? Est-ce que ça veut dire que le taux d'IGF-1 n'était pas redescendu? Les résultats n'étaient pas positifs? Alors oui, je pense que, donc ce que je disais, je pense que la neurochirurgienne n'était pas satisfaite, elle aurait voulu, c'était un macroadénome de plus de 3 cm, pas régulier, voilà. Donc c'est bien qu'elle y ait cru, quoi, qu'elle y soit retournée une 2e fois. Effectivement, alors il n'y a pas eu de traitement entre les deux opérations. Il n'y a pas eu de traitement. Donc les taux, effectivement, ne sont pas descendus, voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont intervenus assez rapidement, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de traitement qui avait été mis en place entre les deux. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait revu l'endocrinologue entre les 2 interventions. Je ne crois pas, de mémoire, je peux me tromper. Donc, parce qu'en principe, il y a une visite post-op à 3 mois. Oui, alors il y en a eu une quand même. En fait, dans l'accompagnement aussi des dents, Oxane a passé toutes ses convalescences à la maison. Et c'est vrai qu'on habite Le Mans, elle habite Caen. Il y a une petite distance quand même, voilà. Et il s'est trouvé qu'après la première opération, alors on nous a expliqué comme ça, elle est retournée rapidement aux urgences parce que des douleurs dans tout le corps.
et des migraines, là, Mhm. à n'en plus finir, quoi. Et franchement, on se sentait très impuissant. Donc, elle est retournée peut-être 6 semaines après l'opération au CHU de Caen, où la professeure l'a reçue. Mhm. Et en fait, de ce qu'on a compris, nous, à notre petit niveau, c'est que effectivement, cette tumeur, elle avait depuis un moment, elle produisait beaucoup, beaucoup d'hormones de croissance en excès. Il est possible que son corps ait réagi par des douleurs parce que il était habitué à une certaine dose quand Mhm. même Mhm. Bien sûr, c'est un d'hormones. dopage, hein. C'est un dopage, hein. Et comme voilà, un peu quelqu'un qui décide d'être abstinent sur Ok. une dépendance, voilà, son corps se retrouve quand même du jour au lendemain Oui, sans bien la sûr. dose il était habitué Mhm. à avoir, hein. Mhm. Donc en fait, elle est repartie avant les 3 mois en rendez-vous. Mais il y a quand même eu ce rendez-vous post-opératoire en D'accord. 3 mois, mais avec Mhm. l'endocrinologue, avec La la neuro. neurochirurgienne. D'accord, ok. Voilà, C'est un peu, bon, c'est un peu surprenant, hein. Le parcours de soins, effectivement, est très étonnant. Très étonnant. voilà. Ok. Donc, on en revient à ces tests génétiques alors. Oui, alors en fait, du coup, suite à cette deuxième intervention pour laquelle on a eu confirmation qu'il restait de la tumeur et que de toute façon, elle était logée dans les tissus caverneux et que là, la neurochirurgienne s'est dit je n'interviendrai pas une troisième fois, hein. Euh, Moi, je me suis dit mais c'est pas possible, on est en 2024, hein. On va la laisser avec de la tumeur qui va continuer à produire des hormones. Et voilà, donc j'ai continué à faire des recherches sur les nouvelles techniques de radiothérapie qui lui avaient pas été proposées en me disant mais voilà, je sais, enfin, j'avais vu qu'à Lyon il y en avait. Et aussi à force de fouiller, j'ai vu que la Pitié-Salpêtrière à Paris recherchait des personnes acromégales volontaires qui n'étaient pas encore entrées dans un protocole de soins en fait, qui n'avaient pas encore de médicaments, voilà. Donc ça, c'était juste pendant sa convalescence de la deuxième opération. Voilà, donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à tenter. On n'est pas loin de Paris, hein, Le Mans, donc voilà, j'en ai parlé à Roxane, qui était un peu réticente parce qu'elle était encore en convalescence, voilà. Et puis finalement, elle a réfléchi et elle les a rapidement appelés pour rentrer dans ce protocole. Donc, elle est allée à Paris. C'est à l'hôpital Bicêtre qu'elle a été hospitalisée, en fait, pendant 4 jours. Voilà. Et donc, ils ont refait des tests qui avaient été faits à Caen, quand même. Enfin, je ne veux pas dire que. Voilà. Oui, ils ont refait tous les bilans classiques, voilà. Hormonaux, etc. Tout ce qui est Sauf recherché. que, voilà, ils ont confirmé certaines choses qui n'étaient pas forcément confirmées à Caen, notamment les migraines qui étaient en lien avec la maladie. Voilà. Donc Paris a vraiment confirmé. Alors là, ça veut dire que Caen ne faisait pas un lien entre les migraines et l'acromégalie? Alors, pas totalement, non. En tout cas, l'interne en endocrinologie qu'on avait vu après l'opération, non, faisait pas un lien vraiment manifeste entre les deux. La question qu'on avait été posée aussi sur une possibilité de gène, voilà, c'était écarté. Donc, en fait, ça a été bien qu'elle soit hospitalisée. Elle a quand même eu le courage, encore à nouveau, en étant en convalescence, d'aller 4 jours à Paris être hospitalisée. Et en fait, ça a demandé quand même plusieurs mois. Certains résultats sont arrivés assez vite, qui confirmaient que quand même le traitement qui était mis en place par le CHU de Caen était le traitement qu'ils auraient mis en place aussi eux. Oui, en fait, je veux dire l'intervention chirurgicale, puisqu'elle n'a pas eu de traitement médicamenteux mis en place à Caen. Non, mais ce qui était préconisé, en fait, ça a repoussé un petit peu. En fait, le fait qu'elle aille à Paris, ça a repoussé un petit peu, puisqu'il fallait pas que la mise en place du traitement qui avait été préconisé. Et du coup, bon, ils ont confirmé ça, donc ce qui était quand même rassurant aussi. Et quelques mois après, donc Oxane a reçu un coup de fil, voilà, et c'est là qu'ils lui ont dit au téléphone qu'en fait,
elle était positive au test de génétique Mhm. et que l'un des deux parents était forcément porteur de la maladie.